Toutes les réponses avocats par des avocats. Bonsoir. Ce soir, les avocats qui animeront avec moi cette émission sont au nombre de 2. Priorité à l'avocate qui nous a rejoint, Maître Catherine Villovar. Bonsoir. Bonsoir, Maître. Vous êtes un peu l'habitué du peloton, puisqu'on vous invite assez souvent et vous répondez assez souvent aussi à nos invitations. Et le maillot jaune porté aujourd'hui par celui qui va pédaler beaucoup, c'est Maître Nicolas Désiré, qui va nous emmener dans certains méandres du droit, sentiers que je vais dévoiler tout à l'heure. Bonsoir, Maître Désiré. Bonsoir, bâtonnier. Très heureux de vous retrouver et bonsoir aux auditeurs. Parfait. Alors, vous connaissez le principe de l'émission Grand Angle. Nous allons aborder des sujets qui intéressent un peu l'actualité juridique et la priorité est donnée aux appels. Donc, vous pouvez appeler pour poser vos questions en direct. Et sur ces sujets, les 2 avocats qui sont avec moi se feront un plaisir de vous répondre en vous orientant au mieux par rapport à la question que vous aurez posée. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on a au menu? On a au menu l'empiètement, le bornage, la servitude, la prescription acquisitive et les constructions sur le terrain d'autrui. Donc, que faire lorsqu'on est en présence de tout cela? Nous le verrons tout à l'heure. Et surtout, un petit bout de quelque chose un peu plus dur que nous allons aborder avec Maître Villovar, c'est le sort du conjoint survivant. Que faire des biens lorsque l'un des conjoints meurt? Qu'est-ce qui reste à faire pour valoriser, détenir ou ne pas détenir les biens que va laisser cette personne? Alors, je vais passer tout d'abord la parole à celui qui nous rejoint un peu moins souvent que Maître Villovar, qui est, je le disais tout à l'heure, une habituée de l'étape. Maître Désiré, ou construit si terrain en main? Non, à ça, c'est empiètement. Qu'a-t-on comme pouvoir, comme possibilité pour faire respecter son droit de propriété lorsque le voisin vient chez vous, met une clôture qui passe sur votre terrain et vous dit non, c'est chez moi? Première chose à dire, pourquoi on fait ça? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi on fait ça? Et il va me dire, bon, mais maître, effectivement, on est dans une situation où nous avons 2 parcelles qui généralement sont contiguës, donc c'est-à-dire collées l'une à côté de l'autre. Et puis, vous avez un voisin qui décide d'étendre sa clôture ou peut-être d'étendre tout simplement sa maison. Hein. Vous avez ce cas de figure. Hein. Il se dit, bon, ben, bientôt c'est Noël, je vais faire peut-être une petite extension de la cuisine. Comme ça, quand je vais faire la fête, bon, ben, je serai beaucoup plus à l'aise. Et vous retrouvez donc avec cette construction nouvelle qui empiète sur votre parcelle. Alors, que faire? Alors, de prime abord, il faut constater les choses. Comment constater les choses? C'est très souvent la nécessité de faire intervenir un huissier, mais aussi un expert en la matière qui va accompagner cet huissier, et en l'occurrence, un géomètre. Lequel géomètre va se rendre sur place avec l'huissier, faire des relevés métrés, voir un petit peu quelles sont les superficies qui sont occupées, quelles sont effectivement les superficies existantes, et les comparer au titre. Alors à cette occasion, il faudra se munir de son titre, avoir son titre de propriété, voir ce qui est indiqué en termes de superficie, de contenance, et à partir de là, faire une comparaison avec l'existant. Et à partir de là, il faudra vérifier s'il y a eu un bornage antérieur, parce que s'il n'y a pas de bornage antérieur, il est difficilement concevable de parler d'empiètement. Puisque si effectivement on est dans le cas de figure où il y a une grande parcelle et puis plusieurs personnes ont construit ici et là, et que jamais il y a eu un bornage amiable ou judiciaire, on ne peut pas parler d'empiètement. Donc c'est compliqué. Alors, première chose à faire, on a compris, on ne sort pas son sabre, on ne sort pas son fusil, on sort l'huissier de justice, on va le chercher pour qu'il vienne faire un constat sur les lieux. Un géomètre aussi, vous avez dit un géomètre aussi, pour qu'on vienne vérifier en fait le contenu des parcelles. C'est ça. La condition, on l'a bien compris, c'est avoir un titre de propriété. Tout à fait. Donc voilà. Le géomètre va retirer son mètre, oui, et il va mesurer, il dira ça c'est chez toi ou ça c'est pas chez toi. Alors ça c'est le dispositif, vous l'avez dit, qui ne pose pas de problème. Maintenant, si personne n'a de titre, mais que quelqu'un a occupé une parcelle depuis un certain temps, et que le voisin vient dire, mais tu as trop pris, cette partie-là c'est à moi, mais il n'a pas de titre non plus, comment ça se règle? Alors effectivement, c'est ce que vous avez évoqué en propos liminaire, c'est la
possibilité de se prévaloir de ce qu'on appelle la prescription acquisitive. Alors, ça nous amène à vous conseiller d'emblée de réagir immédiatement. Lorsque vous constatez qu'il y a des empiètements ou qu'il y a une atteinte à votre droit de propriété, il faut réagir. C'est-à-dire qu'avant même d'aller chez l'huissier ou chez le géomètre, il faut venir chez l'avocat qui vous fasse une appréciation juridique de la situation, puisque si vous laissez le temps passer en disant « Ah, tant pis, laissez ça comme ça », eh bien, le droit, lui, il ne laisse pas les choses comme ça, et il y a des conséquences juridiques du fait de l'inaction de l'un ou de l'autre, et c'est surtout l'autre qui va en bénéficier. Alors, pour être clair, effectivement, la prescription acquisitive permet à une personne qui a édifié une construction ou qui a occupé une parcelle pendant un certain temps de revendiquer la propriété de cette parcelle ou de cette superficie qui est construite et obtenir un titre de propriété. Alors, bien sûr, il y a des conditions, c'est pas automatique, il suffit pas de dire « Ah bon, ben j'étais là et puis ça m'appartient ». Non, il y a des conditions qui sont les suivantes, ils sont posées par le Code civil, donc il faut une possession continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire. Il faut se comporter sur la parcelle à titre de propriétaire. Alors souvent, vous avez des personnes qui viennent vous voir en vous disant « Ah non, mais ça fait 30 ans là, c'est bitin moins ». Alors non. Pourquoi ? Parce que ces personnes vous disent « Mais j'ai la preuve maintenant que j'occupe la parcelle. Vous voyez, j'ai des reçus et tous les ans, je donne 100 €, 200 € ou 1000 € à la succession ou l'indivision intelle. » Et bien là, vous êtes typiquement dans le cas où vous n'avez pas pu prescrire, puisqu'effectivement, vous reconnaissez que vous n'êtes pas propriétaire. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas propriétaire. Donc, il faut être très vigilant, puisque l'ensemble des conditions que je vous ai énumérées très rapidement, la possession... Alors, vous avez dit une possession de longue durée. C'est ça. Paisible et non équivoque. Non équivoque. Alors, longue durée, que prévoit le Code ? Il faut au moins 30 ans. D'accord. Donc, il faut aussi être là depuis 30 ans. Alors, il faut savoir que, peut-être pas vous forcément, mais ça peut être votre papa, votre grand-père, mais il faut justifier qu'il y ait cette possession sans discontinuité. Voilà. Et donc, paisible, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il ne faut pas que tous les ans, tous les 6 mois, il y ait des combats sur le terrain, que la gendarmerie intervienne, que la police municipale vienne pour séparer en disant voilà. Non, il faut que ça soit paisible. C'est-à-dire que les voisins à côté de vous, bon, ils se disent monsieur un tel ou son grand-père, c'est son terrain, il est là depuis toujours, c'est son terrain, et ils ne viennent pas sur cette parcelle. Donc, il faut qu'à l'égard des tiers, des autres, on vous reconnaisse cette qualité. Donc on vous voit, quand on vous voit sur votre terrain, qu'il n'y ait aucun doute pour ceux qui vous voient sur ce terrain, que ce terrain vous appartient. Voilà. Donc, on disait, cette prescription doit donc être paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire. Et c'est en ce sens que je vous indiquais qu'il ne fallait pas se prévaloir d'un reçu ou d'une quittance de loyer. Alors, le non équivoque. Non équivoque. Alors, non équivoque, il faut que ça soit clair, que ça soit évident. Alors, c'est-à-dire que si vous venez et que vous avez mis un bœuf ou un cabri de temps en temps, c'est équivoque. En revanche, si vous avez construit quelque chose, vous avez une première construction, que vous l'avez agrandie, que vous habitez la maison, que vous avez donc fait des travaux d'amélioration, là c'est non équivoque. On se dit, bon ben, monsieur ou madame Intel a d'abord construit une petite maison qui a été agrandie, il occupe cette maison, il invite des personnes chez elle se comporte comme un véritable propriétaire. Voilà, elle embellit sa maison, on se dit, c'est pas possible. Sa maison n'était pas peinte, maintenant elle est peinte, maintenant elle a grandi, c'est un véritable propriétaire. Donc aux yeux de tous, tout le monde va dire, c'est la maison de monsieur Intel. Et c'est important que tout le monde dise que c'est la maison de monsieur Intel, parce que une fois que l'ensemble de ces conditions vont être remplies, il faudra se rapprocher du notaire. Parce qu'il y aura une vérification qui sera faite de l'ensemble de ces conditions. Et c'est ce qui m'amène à vous répéter qu'il ne suffit pas de dire « c'est à moi, c'est en moi, ça fait 30 ans là ». Non, le notaire va avoir cette mission de vérifier que l'ensemble des conditions prescrites par la loi sont remplies. Et à cette occasion, il va se munir de 2 témoins qui vont devoir se présenter en l'étude du notaire qui aura accepté d'établir cet acte. Et ces 2 témoins devront attester de ce que les conditions sont remplies et que pour eux, et aux yeux de tous, vous êtes propriétaire. Voilà. D'accord. Alors, il y a, moi, des clients qui assez souvent me disent « Maître, je ne comprends pas comment est-ce que monsieur Intel ou madame Intel a fait pour construire sur ce terrain-là, puisque ce terrain m'appartient.
je le détiens depuis longtemps de mon grand-père qui a donné à mon papa, qui lui-même me l'a donné. Et la personne a eu un permis de construire sur ce terrain. Maître Villova, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, en France, dans le droit français, on peut construire sur le terrain d'autrui en ayant un permis de construire délivré par la mairie sur le terrain sur lequel vous voulez construire, alors que ce n'est pas le vôtre? Ben, en fait, il faut savoir que pour obtenir le permis de construire, effectivement, la mairie ne vous demande pas le titre de propriété. Et c'est pour ça que souvent, on a des personnes qui vont avoir la possibilité de construire sur un terrain qui ne leur appartient pas. Alors, c'est ça la problématique, et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Mais alors, on vérifie maintenant un peu plus parce qu'il y a eu des problèmes, mais il y a une époque où effectivement on ne demande pas le permis de construire. Donc non, le titre de propriété. Le titre de propriété. En fait, on dit, et c'est le principe en droit français, que la demande de permis, en fait, c'est déclaratif. C'est ça. Donc c'est-à-dire que vous pouvez demain, sur le terrain de Maître Désiré Nicolas, demander un permis pour construire ce que vous voulez. On ne vous demandera pas votre titre de propriété. Après, l'idée aussi, lorsque les personnes viennent vous voir et vous disent « mais je ne comprends pas parce que ce terrain m'appartient », ce que Maître Désiré disait, c'est qu'il y a quand même 30 ans qui se sont écoulés. Donc, le législateur a considéré que si pendant 30 ans, vous, propriétaire, quelqu'un a déjà construit, embelli, fait le jardin, mis la barrière, et vous ne vous êtes jamais préoccupé de ce terrain, c'est vrai que c'est pour ça qu'on lui laisse le droit, la possibilité, à un moment donné, de dire, de régulariser et de dire, ce terrain m'appartient. Il y a quand même 30 ans qui se sont écoulés. Donc, je ne sais pas si, effectivement, chacun d'entre nous, on a un terrain, une parcelle, et que pendant 30 ans, on ne s'est pas préoccupé. Le législateur estime que, peut-être que ça ne vous intéresse pas tant que ça. Donc, voilà un peu l'idée qu'il y a derrière. Donc, en fait, si je comprends bien, on va donner la priorité juridiquement, on va donner la priorité à celui qui va prendre en main la valorisation de ce terrain. Lorsque, bien sûr, on s'aperçoit que personne ne s'en occupe. Mais il y a des gens qui s'occupent de leur terrain et qui constatent qu'on construit dessus quand même. Oui, c'est ça. On est saisi aussi de ça. On est saisi de gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Moi, c'est mon terrain, je ne comprends pas comment un tel a fait pour avoir un permis dessus. » Alors, nous allons prendre un appel, puisque je l'ai dit au début d'émission, le principe du grand angle, c'est priorité aux appels. Alors, nous avons quelqu'un qui veut échanger avec nous. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, très belle émission, je vous écoute et le sujet m'intéresse énormément pour la simple et bonne raison. Je suis intéressé pour faire une prescription acquisitive. D'accord. Mais le problème qui se pose, on a du mal à trouver des notaires en Guadeloupe. On aurait dit qu'ils sont frileux alors que c'est inscrit dans la législation. On a du mal à trouver des notaires pour faire des prescriptions acquisitives. Donc, ma première question, pourquoi il y a ce manque en Guadeloupe? Et si vraiment vous en connaissez, j'aimerais bien avoir une bonne adresse de notaire pouvant faire des prescriptions acquisitives. Alors, la frilosité, je ne sais pas si c'est vraiment de la frilosité, mais je vais laisser à Maître Villova, qui travaille plus dans ce domaine-là que moi, le soin de vous répondre. Mais je pense qu'il y a de gros problèmes de responsabilité derrière une prescription acquisitive. Alors, essayons de répondre à la question qui, en fait, vous posez deux questions en une, monsieur. Vous dites, pourquoi la frilosité des notaires sur l'établissement des actes de prescription acquisitive, premièrement? Et deuxièmement, derrière cette question, y a-t-il des notaires qui peuvent, en Guadeloupe, faire des actes de prescription acquisitive? Alors, Maître Villova, est-ce que vous pouvez allumer la lumière pour nous? Limer la lumière, là. Bon, alors, la frilosité, on la comprend très bien et vous l'avez souligné. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quand même quelqu'un qui, a priori, est propriétaire d'un terrain. C'est quand même un droit important dans le droit français, la propriété. Donc, c'est vrai que pour les notaires, et il y a eu à une époque, effectivement, beaucoup de prescriptions comme ça qui ont été faites et...
c'est vrai que leur responsabilité peut être engagée et de dire qu'aujourd'hui, telle propriété, parce que quelqu'un a prouvé qu'il est là pendant 30 ans, que alors il va... C'est pas vraiment, il va pas faire un titre, hein, il va pas émettre un titre, il va pas établir un titre, mais il va quand même remettre un acte qui va permettre de dire à ce nouveau propriétaire, entre guillemets, qu'il a prescrit et qu'il est là depuis près de 30 ans. Donc, on peut comprendre cette frilosité. Mais moi, je comprends la question du téléspectateur. Si les conditions sont remplies. Oui, si les conditions... Alors, mais il y a une frilosité parce qu'effectivement, la responsabilité peut être engagée du notaire. Mais si les conditions sont remplies. Ah oui, mais les notaires, effectivement, c'est vrai. Alors, je ne ferai pas de publicité quand même là ce soir pour un notaire, mais il y a des notaires, effectivement, qui établissent des prescriptions acquisitives. Mais donc, il y a des prescriptions acquisitives qui sont faites en Guadeloupe. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, il faut savoir aussi monsieur, je vous rassure quand même, ça vous rassure un peu. Il faudra peut-être que vous preniez votre bottin et que vous appeliez les notaires un par un pour savoir qui fait. Monsieur, j'ai fait pratiquement le tour. Impossible. On m'a même envoyé en Martinique. Ah bon? Mais venez voir des avocats. Voilà, mais venez voir des avocats. On va pas vous dire qui, je pense que vous saurez qui venir voir et ils vont vous aider. Après, il faut effectivement avoir des éléments. Sur le plateau sont spécialisés dans ça. Ah ben monsieur, on vous dit venez voir des avocats, donc vous viendrez voir ce que vous voulez. D'accord. Et puis on vous aidera en ce sens-là. D'accord, merci beaucoup. De rien. Bonne soirée. Merci. Alors, donc, on parlait de la prescription acquisitive et de la difficulté donc à obtenir, à faire valoir ce droit-là. Et vous disiez quelque chose d'intéressant, Mme Vilova. Vous disiez le notaire ne donne pas un acte. C'est pas un titre. Mais qu'est-ce qu'un titre? Qu'est-ce qu'il donne, le notaire? En fait, il va dire. Qu'est-ce qu'il fait dire? Il va établir effectivement un acte qui en n'est papier, pas un titre quand même. de C'est pas en propriété. lacataire. Voilà, c'est pas un titre de propriété. Et cet acte, il faut savoir que on peut s'y opposer. On a 5 ans pour s'y opposer. D'accord. Donc il est contestable pendant un délai de 5 ans. Exactement. Après son établissement par le notaire. Exactement. Et là, ça peut amener vers une procédure judiciaire où justement le propriétaire peut saisir le tribunal. Celui qui s'estime être le vrai. Exactement. Il peut saisir le tribunal et dire non, mais là, je vois qu'il y a un monsieur qui tente d'établir une prescription acquisitive. Ce terrain m'appartient. Et donc, ça sera le juge qui va trancher. Et d'ailleurs, pendant cette période de 5 ans, le notaire, généralement, va expliquer à celui qui va prescrire qu'il ne faut pas vendre le terrain. Parce que vous comprenez bien que, comme dans ce délai, on peut le contester, cet acte, donc on demandera à celui qui prescrit de ne pas vendre parce que ça peut amener de grosses difficultés par la suite, ce qu'on peut comprendre. Très bien. Alors, autre problème lié au terrain dans notre département et comme ailleurs, le droit de passage sur une parcelle, ce qu'on appelle la servitude. Un tel prétend que sur cette longueur-là, sur ces 100 mètres, il avait l'habitude de passer là, et puis il est arrivé un matin, c'était bouché. La servitude de passage a été abolie, en fait, par le voisin qui considère que, on va pas passer là parce que c'est un morceau à terre. Maître Nicolas Désiré, conseil. Alors, bâtonnier, il y a des bonnes et des moins bonnes habitudes. Et il y a des servitudes. Alors, en termes de servitude, on parle classiquement de fonds servant et de fonds dominant. Alors, le fonds servant étant le fonds sur lequel, effectivement, le passage sera effectué, et le fonds dominant, effectivement, c'est la parcelle dont la personne est propriétaire qui passera sur le fonds servant. Alors, c'est vrai qu'il y a des usages, mais qui ne sont confirmés par aucun acte, aucun titre. Effectivement, j'ai l'habitude, depuis plusieurs années, de passer par ici parce que c'est plus simple, pour des questions de commodité. Mais il faut, encore une fois, se référer à son titre. Parce que les servitudes figurent dans les titres. Et nous avons un appel, bâtonnier. Quelqu'un est intéressé par la question. Et la question intéresse, et comme le principe, c'est la priorité aux appels ce soir, nous allons prendre tout de suite cet appel. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, maître. Votre émission m'intéresse fortement parce qu'en fait, je vis en métropole depuis 55 ans et mon père donc a fait l'acquisition
de 4 parcelles de terrain et un cinquième à côté. Donc, avant sa mort, il a fait une donation à 3 de mes sœurs. Mes 2 sœurs aînées et la petite dernière. Et l'autre sœur, elle lui avait donné de vive voix un de 4 terrains pour construire dessus depuis Hugo, depuis 89. De vive voix, hein, vous dites. Il lui a donné le terrain de vive voix. Dessus. Et après, donc, à la mort de mon père, eh bien, une de mes sœurs, l'aînée, elle n'a jamais voulu, bien entendu, qu'on puisse partir chez le notaire. En fait, ce notaire m'avait envoyé donc, un papier en France, mais j'étais en plein divorce, je ne l'ai pas reçu. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, je suis depuis le mois de février ici pour essayer de me faire valoir mes droits sur ce terrain, parce qu'il y a eu un rapport d'expertise de Sainte-Anne, et ça a passé au tribunal à l'époque, je crois en 2011, et où il est marqué implicitement que le 5e part me revient de droit, de plein droit, parce que les 3 sœurs ont des donations du grand-papa, la 4e sœur a construit dessus depuis 89, comme vient de dire Maître qui a dit, donc, au bout de 30 ans, elle a payé le foncier sur son terrain, tous les droits, donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse lui chercher quoi que ce soit, et en plus elle est décédée. Donc moi je suis ici pour essayer de régulariser ce problème, et donc le notaire en question, depuis le mois de février, je me bats, j'ai pris un avocat au moule, et je n'arrive pas à avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous, et là je parle le 14 novembre chez moi, toujours sans résultat. Alors, vous nous avez donné beaucoup d'informations, monsieur, oui. Et c'était un petit peu brouillon, hein, imbriqué les unes dans les autres. Oui, c'est vrai, c'est un peu brouillon, mais si vous voulez, je suis vous voulez quoi, vous, votre demande, votre position, c'est de dire quoi? Je veux la parcelle. Je veux la parcelle qui a été fixée pour moi par une décision de 2011, c'est ça? Voilà, qui est partie au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Ok, cette décision de 2011, vous l'avez en main? Oui. C'est un jugement? C'est quoi? C'est un partage? C'est quoi? En fin de compte, l'avocat, en question, mon avocat, me dit donc que ce n'est pas un jugement tribunal. Or, dans le dossier que j'ai eu donc sous les yeux, c'est bien marqué. Donc il y a un légiféré du tribunal et où c'est marqué avec le rapport donc l'expert géomètre où il dit le 5e part revient implicitement à son fils unique qui habite en métropole parce que les 4 autres ont eu leur part. 3 donations de vivants, une donation de vivants depuis 89 et il y a cette 5e parcelle qui reste et qui me revient de plein droit selon l'expert comptable toujours. Où il a été écrit et qui a été validé par le tribunal en fait. Et donc ce notaire n'a pas donné un rendez-vous pour ouvrir le dossier de la succession en fait. Et donc je suis en plein, voilà, je suis dans la panade. Alors, je ne pense pas que vous êtes dans la panade puisque vous avez un avocat. Donc si vous avez un avocat, le plus simple, c'est de revenir vers lui pour qu'il vous donne les explications qu'il faut. Oui. En termes de déontologie, on ne peut pas, nous, derrière un écran de télévision, avec les informations que vous nous donnez, voilà, remettre en cause le travail qui a été fait par un confrère avec des documents qu'il a eu en main et que vous lui avez donné le visage. On va dire ça comme cela. Oui, voilà. Non, mais le conseil que moi je peux vous donner, qu'on peut tous vous donner sur ce plateau, c'est de vraiment retourner voir celui qui peut vous aider et celui qui comprend le mieux les dispositions de jugement, l'avocat, et d'aller le voir pour obtenir de lui, de vive voix, les explications qu'il faut. Parce que si vous nous dites que vous avez... Je n'arrête pas en fait d'aller le voir, de le téléphoner. Non, mais il faut aller le voir. Vous savez, on est des êtres humains. Il n'a peut-être pas eu le temps encore de vous recevoir comme il faut pour vous fixer ça parce qu'il a autre chose à faire. Et une affaire chasse l'autre, et on court après les heures. Une journée de 24 heures, c'est pas beaucoup pour nous, les avocats. Donc, on court après les heures dans la journée. Mais je pense qu'avant de rentrer en métropole, il faut aller faire le point. Là où j'ai un problème quand même malgré tout. Oui. Je vous écoute. Là où j'ai un problème, c'est que depuis ce temps, donc l'avocat en question a demandé donc à ce notaire et à force de demander, donc elle nous a demandé un dossier que nous avons constitué. Après ce dossier, j'ai été le déposer le 5 juillet chez ce notaire. Après cela, plus de nouvelles, c'était les vacances que mon avocat m'a dit, donc on a attendu, et là, elle a envoyé un courrier donc à mon avocat en disant voilà les pièces qui manquent, donc notamment les extraits d'actes de décès et de naissance de mes sœurs et de mon père,
nous l'avons fourni, j'ai été le déposer mardi dernier. Donc, en espérant, en souhaitant que du fait que j'ai donné tous ces éléments-là, d'avoir au moins un rendez-vous, je ne demande pas grand-chose, ne serait-ce qu'un rendez-vous avec le notaire. Vous voyez que vos affaires avancent. C'est tout simplement ce que je demande, après je rentre en France et puis il fera son travail. Ben, je pense que vous l'aurez, votre rendez-vous. Vous voyez que vos affaires avancent. Je veux espérer. Je le souhaite en tout cas, voilà. Ben, moi, je vous souhaite beaucoup de patience, surtout parce que dans ces affaires-là, il faut savoir que votre atout maître, en fait, hein, le valet, le vin de la belote, hein, quand vous tapez en dernier, c'est la patience. Vous êtes pas tous les atouts, j'ai que les 10 derniers pour le moment. Ah ouais, non, mais vous avez belote donc vous allez noyer le vin. Non, il faut être patient, monsieur, sincèrement. Sur ces problèmes-là, non, mais je vais vous dire, moi, techniquement, ce sont des problèmes qui prennent beaucoup de temps parce que rien n'est simple lorsqu'il s'agit de faire bouger des actes de propriété ou de faire acquérir un titre de propriété à quelqu'un. Vous avez beaucoup d'intervenants et ces intervenants-là, ce sont des gens qui sont au premier plan parce que c'est eux dont la responsabilité demain va être engagée s'ils se ratent, s'ils se loupent ou s'ils font quelque chose qui, en fait, n'aurait jamais dû être fait. Donc, ils vont prendre, au lieu de prendre une précaution, ils en prendront 10. Ils vont bien regarder. Ce qui explique qu'on vous demande des actes, qu'on vous demande de reproduire des choses que vous avez peut-être déjà produites 10 fois. Ça vous énerve. Mais derrière, vous avez des gens qui veulent, des professionnels du droit, qu'ils soient notaires, qu'ils soient avocats, qui veulent être sûrs que lorsque l'on vous délivrera ce que vous attendez, ben, ce sera inattaquable. Donc, prenez votre mal en patience et dites-vous bien que quel que soit le temps que ça prendra, vous finirez un jour par obtenir gain de cause, vous finirez un jour par avoir une décision. Peut-être qu'elle ne vous plaira pas, mais vous finirez par avoir un résultat. Voilà. En tout cas, je souhaite que ce résultat soit positif pour vous. Eh bien, je vous remercie infiniment. Parce que vous avez fait ce qu'il faut, vous êtes allé voir un avocat et vous avez en face un notaire, et votre avocat est en lien avec le notaire, donc vous avez exactement la bonne configuration pour arriver à trouver une solution à votre problème. Bon courage, monsieur. Eh bien, merci infiniment. De rien. Bonne soirée, merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, Maître Désiré, nous étions en train de parler tout à l'heure de la servitude. Tout à fait. Celui qui arrive un jour sur un terrain ou un bout de terrain ou un petit passage où il a toujours passé, qui voit que c'est clôturé. Et le voisin lui dit, mais ça, c'est un morceau à terre, moi, on peut y passer là encore. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire rétablir une servitude? Déjà, qu'est-ce qu'une servitude? Première question. Alors, une servitude, c'est la possibilité de passer sur la parcelle d'autrui. Donc, on parle ici de fonds dominant et de fonds servant. Le fonds dominant étant la parcelle qui est donc enclavée ou pas, mais qui bénéficie d'un droit de servitude sur le fonds servant. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de passer pour accéder à la voie principale, le chemin communal, pour sortir de chez vous. Alors, il existe différents types de servitudes parce que, comme l'indiquait Maître Villovar, le droit de propriété est un droit qui est fondamental dans notre législation. Alors, comment on peut accepter effectivement qu'une personne qui est propriétaire d'une parcelle soit obligée de laisser l'autre accéder pour sortir et aller et venir? Et on se trouve dans la situation que vous avez indiquée où, un matin, le voisin peut décider d'édifier une clôture et de dire ou pas passer là encore. Et ça intéresse fortement, puisqu'on a de nouveau un appel. On a encore un appel qu'on va prendre tout de suite et on va passer la parole à celui qui cherche à nous joindre. Bonsoir. Oui, je vous appelle. C'est pour un renseignement, s'il vous plaît. Oui, madame. Parce que mon père est décédé en 2016 et je suis sa première fille et j'ai des demi-frères et sœurs. Donc, mon père avait des terrains et une maison et des biens. Et les frères et sœurs m'empêchent de rentrer sur le terrain. Ils ont tout pris, le partage des biens. Et moi, je n'ai rien eu. Et là, le juge a désigné un notaire pour partager le bien. Et le notaire me dit qu'il faut que les frères et sœurs payent une part pour ouvrir le dossier. Et donc, moi, jusqu'à maintenant, je ne peux pas rentrer dans la maison de mon père
Je n'ai rien du tout. Et le tribunal a désigné le notaire pour le partage le bien. Jusqu'à maintenant, j'attends et je ne peux pas retourner voir mon avocat parce que l'avocat me dit que c'est le notaire qui doit prendre la décision. Alors moi, je ne sais pas quoi faire. Et c'est là depuis en 2016 que mon père est décédé. Ils allaient même l'enterrer sans me le dire. Ok, madame, on a retenu votre question. On va y répondre tout à l'heure avec Maître Villovar qui va nous préciser certaines choses justement sur tout ce qui concerne l'intervention qu'on doit faire lorsque l'on doit procéder à des partages après des décès. Alors, j'étais moi sur le problème de la servitude avec mon confrère Nicolas Désiré. Et j'attends qu'il m'explique un petit peu comment est-ce que l'on peut passer sur le terrain d'autrui pour accéder à sa maison, parce qu'on n'a pas d'accès autre part que par le terrain de quelqu'un. Alors voilà, donc quand on fait l'acquisition d'une parcelle, il faut se renseigner et se faire conseiller. Parce que lorsque vous arrivez quelque part, donc vous voyez sur la configuration des lieux, et que c'est difficile d'accéder au terrain qu'on vous présente. Donc la première question qui va venir à l'esprit, c'est de savoir comment vais-je faire pour accéder à ce terrain tous les jours ou même pour réaliser mes travaux. Donc, il faut s'interroger sur la question de savoir si effectivement il y a une servitude qui existe. Et si elle existe, vous allez trouver l'existence de cette servitude dans le titre de propriété, encore une fois. Alors, parfois, les titres sont bien détaillés et d'autres fois moins bien détaillés. Donc, il faut être très vigilant là-dessus parce que vous avez des titres où on vous dit effectivement que sur la parcelle cadastrée BX54, il y a une servitude et puis qui permet l'accès à la voie communale. Et ça s'arrête là. Donc, c'est délicat parce que vous avez décrit un exemple qui n'est pas un exemple d'école, qui est un exemple que nous côtoyons presque au quotidien. C'est que vous avez aujourd'hui la possibilité de sortir en voiture et puis demain, votre voisin il clôture une partie. Et là où vous aviez auparavant 3 ou 4 mètres de large, vous vous retrouvez avec un passage de 2 mètres. Et là, il va vous rétorquer. Ah oui, mais je ne vous empêche pas de sortir ni de rentrer chez vous. Vous avez toujours votre servitude. Et là, c'est une problématique qui est liée au défaut de précision de la servitude dans le titre qui vous a permis donc de faire l'acquisition de cette parcelle. Alors, si la servitude, elle existe, il n'y a pas de problème dessus. Oui. On a l'habitude d'entrer et sortir par cette voie-là. Oui. Et qu'un jour, on vient, elle est fermée complètement. Qu'est-ce qu'on a comme dispositif pour la faire rétablir? Est-ce qu'on peut la faire rétablir? On peut la faire rétablir, mais là, la situation que vous décrivez nous permet d'évacuer tous les problèmes même d'existence même de la servitude. Donc, nous sommes maintenant dans une problématique qui est liée à l'usage de la servitude, si je comprends bien. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de difficulté sur la servitude, elle existe. Elle n'est pas contestée, sauf qu'aujourd'hui, elle est bloquée. Par conséquent, vous avez la possibilité de vous rétablir dans vos droits. Et pour vous rétablir dans vos droits, il faut, là encore, faire constater la situation. Donc, la situation, c'est quoi? C'est de constater sur le titre que la servitude existe et de constater sur le terrain qu'elle est obstruée. Et par conséquent, une fois que ce constat est fait, vous avez cette possibilité de saisir un juge, même en référé, pour obtenir de nouveau l'accès à cette servitude. Alors souvent, ça peut être une obstruction qui est physique, avec des chaînes, ou avec des roches, on peut tout imaginer. Hein. Vous avez des personnes qui entreposent des chaînes, qui entreposent des rochers, et là, vous ne pouvez plus accéder du tout. Donc vous avez cette procédure d'urgence qui vous permet donc de saisir le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l'effet effectivement de contraindre la personne qui a entreposé ces entraves, ces roches ou ces chaînes, de les enlever. Alors pour stimuler cette personne, il ne faut pas oublier de demander quelque chose de très efficace. Et je pense là tout de suite à l'astreinte, puisqu'effectivement, vous pouvez avoir une belle décision où on va ordonner à monsieur d'enlever les roches, d'enlever les chaînes. Mais si cette décision n'est pas sortie de l'astreinte, il va mettre le temps qu'il faut, c'est-à-dire qu'il ne va jamais s'exécuter. Donc l'astreinte, c'est la possibilité qu'on a de demander au tribunal de fixer un montant par jour de retard dans le retirement des roches ou dans le débarrement du terrain que la personne devra vous payer. Donc ça peut aller de 50 à 150, 200 euros. Donc chaque jour qui passe et que la personne ne retire pas l'entrave qu'elle a mis,
elle ne retire pas la chaîne ou elle ne retire pas les rochers, elle doit vous payer, allez, on va dire 150 €. C'est ça. Donc finalement, vous allez arriver à un moment où vous allez lui dire ne retire pas. parce que chaque jour qui passe, il y a 150 € qui tombent. D'accord. Donc on a quand même la possibilité de faire rétablir une servitude lorsque quelqu'un vient vous contester le passage dessus. Maintenant, problème un petit peu plus aigu. Oui. Vous avez une servitude qui existait et qui n'était plus utilisée. Et que, donc cette servitude n'était plus utilisée, elle est restée non utilisée pendant 7-8 ans. Et que subitement, la personne qui ne l'utilisait plus décide de vouloir l'utiliser à nouveau. Est-ce qu'elle a un droit dessus? Alors, elle a cette possibilité, mais... Comment elle fait pour établir ça? Alors, ça me fait penser à l'appel que nous avons eu il y a quelques instants de la part du monsieur qui nous indiquait qu'il avait quitté le département depuis plus de 50 ans. Alors, je vais même plus loin. Je pense à ce monsieur qui peut être dans ce cas de figure où effectivement, il a occupé cette maison peut-être avec ses parents et puis il est parti. Et donc, pendant 50 ans, cette servitude n'est plus du tout utilisée. Alors, on peut très bien prendre l'exemple où effectivement, le voisin, constatant qu'il n'y a plus d'usage... Il a fermé le terrain. Il a fermé le terrain. Il a planté des arbres fruitiers ou des fleurs, peu importe. Et tout le monde sait maintenant que ce morceau de parcelle appartient à ce voisin. Parce qu'il, effectivement, s'est comporté comme un véritable propriétaire et que l'ensemble des conditions sont réunies. Et je vais apporter une petite précision là-dessus parce qu'on a été un petit peu vite en amont. Sur les conditions. Alors, quel est notre intérêt là-dessus? Vous pouvez penser, vous qui êtes sur les lieux, que l'ensemble des conditions sont remplies, mais notre rôle, précisément, ça va être de vous aider dans la constitution du dossier. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, effectivement, que bon, j'ai planté mes arbres fruitiers depuis 30 ans et puis ça s'arrête là. Notre rôle, véritablement, ça va être de vous accompagner pour qu'on puisse constituer le dossier et montrer que chacune des conditions sont remplies. Il va falloir apporter des pièces qu'on va soumettre au notaire pour effectivement le convaincre. Alors c'est vrai qu'on a parlé de la réticence des notaires à rédiger ce type d'acte, mais si on arrive avec pas grand-chose ou rien, c'est vrai que le notaire peut se dire le dossier me semble léger et je n'ai pas trop envie de... Non, on peut faire rétablir une servitude par un notaire sur un acte. Alors, la servitude, non, ce que je parle, c'est ce dont j'ai expliqué, c'est la prescription acquisitive qui peut avoir lieu sur cette partie de la servitude. Tout à fait. D'accord. Maître Villovar, les droits du conjoint survivant. Alors, juste, pour répondre peut-être à la dame, je crois Ah qu'elle oui. elle est à l'antenne Oui, encore. Donc la dame attend une réponse. Elle nous dit que son papa est mort depuis un petit moment. C'est ça. Et que ses Depuis frères et sœurs 2016, l'empêchent d'accéder au bien du père, premièrement. Et deuxièmement, qu'il y a apparemment un notaire qui a été saisi par un tribunal, je pense que c'est pour partager la succession, et qu'elle, elle ne voit pas où sont ses droits là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à cette dame? Alors, j'ai envie de lui dire qu'elle est sur la bonne voie parce que visiblement, la succession a été ouverte et puis surtout qu'il y a eu, puisqu'il y a un litige ou en tout cas ils ne s'entendent pas, amiablement ils ne s'entendent pas. Donc, si... Excusez-moi, madame, vous êtes toujours en ligne? Oui, je suis. D'accord. Alors, éteignez la ligne, libérez la ligne et on vous répond. D'accord, Merci beaucoup. Hein. Vous pouvez raccrocher et nous entendre la réponse en nous regardant. Donc, d'après ce qu'elle dit, donc étant donné qu'il y a un géomètre, un notaire qui a été désigné, enfin un notaire en tout cas qui a été désigné, ça veut dire par le tribunal, ça veut dire qu'on est dans le cadre d'une procédure judiciaire. Donc, on a la succession, elle est ouverte, c'est bien. Procédure judiciaire, ça veut dire que là, les choses vont avancer. Il y a un notaire qui a été désigné, il va y avoir aussi un géomètre. Donc, le partage va être effectué. Elle aura sa part, même si pour le moment, elle se dit, mais je ne peux pas intégrer la maison de mon père, mais ça ne saurait tarder.
Le notaire va faire donc un projet de parentage. Il a 1 an pour établir ce projet de parentage avec l'aide du géomètre, des experts. Il va s'entourer de toutes les personnes dont il a besoin, tous les professionnels dont il a besoin. Et donc, il fera ce projet de parentage et il y aura une proposition qui sera faite pour chaque personne en respectant les droits de chacun. Donc, si toutefois, après, il y a encore un litige, ben, on a justement, parce qu'on est au judiciaire, on a ce magistrat, le magistrat, qui va pouvoir trancher, étant précisé que, alors, soit, si, puisqu'elle a exposé, de ce que je me souviens, qu'il y avait beaucoup de terrain, donc, soit chacun, on va partager selon la part, selon la part dont il a droit. Donc, elle aura sa part de terrain, peut-être la maison, peut-être une parcelle de terrain. Si toutefois, ils ne s'entendent pas, ben, on peut arriver à un tirage au sort ou alors on peut arriver à une vente, à la vente, la licitation des biens pour que chacun ait sa part en numérique. Donc, j'ai envie de lui dire, à ce stade-là, patience. De ne pas s'inquiéter parce que la procédure, elle suit son cours. Si elle est devant le tribunal judiciaire, c'est que ça suit son cours et que ça va avancer. C'est ce que je disais tout à l'heure à un des téléspectateurs qui nous a appelés. On est dans des matières qui ne se calent pas, qui ne fonctionnent pas avec le calendrier normal de ce qu'on peut espérer dans des procédures. C'est beaucoup plus long, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants et les conséquences sont lourdes. Donc, on va être dans des matières où le maître mot, c'est la patience. Nous avons un appel que nous allons prendre. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous écoute, monsieur. Je suis propriétaire à Sainte-Anne de plusieurs terrains. Oui. J'ai réparti mes biens avec mes enfants en donation. Oui. Et mes petits-enfants. J'ai payé intégralement ce qu'il fallait payer. Je me rends compte aujourd'hui, les actes n'ont pas été enregistrés à l'étude Montalban. Alors, j'ai écrit à Métropole, à Macron, j'ai écrit au secrétaire des DOM. Macron a transmis le dossier, mon courrier, au garde des Sceaux. Le garde des Sceaux m'a écrit, et en même temps, a écrit à, comment ça s'appelle encore, au procureur général de Basse-Terre. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'abouche pas. Et l'étude Montalban est fermée, ça n'existe plus. Et on n'arrive pas à trouver mes actes. Alors maintenant, Maître Ramat me dit, on a trouvé un seul acte. Il me dit, maintenant, il faut qu'il se renseigne pour savoir si l'argent est toujours là. Mais c'est quoi ça? C'est vraiment, ça fait des années que ça dure. Ça fait plus de 4 ans que ça dure. Alors, j'aurais voulu savoir à peu près qu'est-ce qu'on doit faire. Alors là, vous rentrez dans un domaine qui n'est pas tellement le nôtre, monsieur, puisque nous... Non, mais je ne suis pas le seul. Il y a un collectif de plus de 200 personnes. Oui, mais très bien. Ce que je vous dis aujourd'hui, et il faut m'écouter, je vous ai écouté patiemment. Tout à fait. Donc écoutez-moi patiemment. Ce que je vous dis, c'est que vous rentrez dans un domaine qui est celle de la responsabilité d'une étude de notaire sur des actes établis et que ça ne fait pas partie des questions et des réponses qu'on va apporter ici. Donc, ça ne se règle pas par voie de questions-réponses. Ce sont des choses qui sont bien plus compliquées que ça. Vous avez donc eu le bon réflexe, vous avez saisi les autorités qui doivent y répondre. C'est à eux de revenir vers vous. Donc, et s'ils ne reviennent pas vers vous, prenez un avocat pour qu'il puisse poser les bonnes questions, faire les bons courriers pour qu'on vous réponde. Mais c'est pas nous là, à 3, qui allons trouver une solution à votre problème d'études. Monsieur, même si vous êtes 3 millions, je vous dis, c'est pas nous qui allons régler ce problème-là. Ok. Voilà. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Alors, revenons à notre servitude. Nos servitudes. On les a gérées, on les a traitées, et je voulais parler avec Maître Villova du sort du conjoint survivant. Alors, qu'est-ce qu'un conjoint survivant déjà? Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est... Ces deux mots veulent dire quoi? Alors, on peut imaginer, conjoint survivant, en fait, c'est le couple est marié et puis un des deux décède. Donc, il faut être marié pour être conjoint survivant. Il faut être marié, ou alors, on parle généralement du mariage. Alors, le pacsé aussi a un certain nombre de droits, mais on parle généralement, quand on parle du conjoint survivant, on parle donc de l'épouse ou de l'époux qui reste après que son conjoint, donc son époux, soit décédé.
Alors, on parle souvent, effectivement. Alors, pourquoi on parle du conjoint survivant? Il faut savoir que pendant longtemps, jusque d'ailleurs à la loi de 2001, pratiquement, le conjoint survivant, donc celui qui, après des années, avait vécu avec son époux, voyait son époux décédé, ou son épouse, et se retrouvait pratiquement sans aucun droit. Jusqu'en 2001, où on a eu déjà une première loi qui a permis de lui donner un certain nombre de droits, alors particulièrement, je pense, au logement. C'était une vraie problématique parce que tout d'un coup, il se retrouvait en concurrence avec ses héritiers. Alors, les héritiers qui pouvaient être, bien sûr, les enfants, mais qui pouvaient être aussi gentils ou pas, et qui pouvaient être aussi... Qui pouvaient dire aussi, il faut sortir de la maison. Oui, parce qu'on pouvait avoir aussi des enfants naturels, c'est-à-dire des enfants de l'époux, par exemple, d'un premier mariage. Alors, on parle des enfants, là, de l'époux décédé d'un premier mariage, par exemple, ou des enfants naturels. Donc, elle se retrouvait en concurrence et puis, des fois, on lui disait, il faut sortir. Pas des fois, il y a eu de gros problèmes où on demandait à cette épouse qui venait de sortir du domicile qui devait être partagé. Donc, c'était une vraie problématique. Donc, on a eu première partie une loi en 2001, puis après en 2006, qui effectivement... a donné un certain nombre de... Alors, il y a un appel téléphone. Non, mais continuez. Qui a donné effectivement un certain nombre de droits à cette épouse. Alors, il faut tenir compte, il y a deux catégories, j'ai envie de dire, ou deux problématiques. Il y a cet époux survivant ou cette épouse qui va se retrouver, entre guillemets, en concurrence ou avec des enfants du même lit que son époux, ou alors on va avoir des enfants qui vont être issus d'une autre union de son époux. Ça fait, le législateur a effectivement prévu ces deux situations. Alors, lorsque cet époux survivant ou épouse survivant va avoir des enfants du même lit, donc de son époux, elle va avoir deux possibilités. Et là, je parle du logement. D'accord? Donc, soit... La maison du couple. La maison du couple, le domicile conjugal. Alors, première chose, qu'on soit avec des enfants naturels, qu'il y ait eu des enfants naturels ou pas, il faut savoir que pendant une année, elle va rester dans le domicile conjugal. Elle a une année où elle peut rester dans ce domicile. On ne peut rien lui dire. On ne peut rien lui dire. C'est pratiquement automatique. Elle y a droit. Et même, je fais une petite précision parce que ça peut être que ce soit un bien qui appartient en propre ou qui appartenait en propre au mari, que ce soit un bien qu'ils aient construit en commun, et même quelque chose de particulier, lorsque c'est un bien que le couple louait, elle a le droit de rester dedans, et en fait, l'indivision doit payer le loyer. Donc, c'est important à savoir. Ah oui, donc c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Pendant une année, elle ne bouge pas. Voilà. Et c'est à eux de payer le loyer. C'est l'indivision. Enfin, on dit l'enfant, mais effectivement, l'ensemble on doit des payer les enfants. Ils vont payer le loyer. Donc ça, c'est une première chose qui est quand même importante. Alors, autre cas de figure. Donc ça, c'est quel que soit si que le décujuge, donc celui qui est décédé, ait eu des enfants naturels ou pas, là, l'épouse qui reste survivante, elle est protégée. Après, lorsque le couple avait des enfants communs, l'épouse, la survivante, elle a deux possibilités. On appelle ça deux options. Soit elle dit, je garde l'ensemble des biens en usufruit, d'accord? Première option. Donc, l'usufruit, elle reste et elle use. Ça ne lui appartient pas. Elle est en place, ça ne lui appartient pas, mais elle en profite. Tous les biens, et elle en profite jusqu'à son décès. Donc, elle a les biens, l'ensemble des biens. Et on ne peut pas la sortir, on peut c'est une option, donc elle a l'usufruit. Deuxième option, elle dit, je ne vais pas garder l'usufruit, mais je veux un quart en pleine propriété. Donc, ça veut dire qu'on va évaluer effectivement l'ensemble des biens et elle aura droit à un quart du bien. Voilà. Donc, première option. Et ça, cette option, c'est lorsqu'on a des enfants communs et qu'il n'y a pas d'enfants naturels. Lorsque le conjoint décédé
avait des enfants d'un autre lit, enfants naturels, hein, dans ce cas-là, elle n'a pas la possibilité d'avoir cette option sur l'usufruit. Elle aura directement... L'option du quart du bien. Exactement. Étant précisé que dans les deux cas, elle peut avoir une option en viager sur le domicile conjugal. Alors, pas sur l'ensemble des biens, mais sur le domicile conjugal jusqu'à ce que je meure. Exactement. Alors, on pourra faire le partage sur les autres biens, mais sur le domicile conjugal, elle est protégée. D'accord. Parce que, vous l'avez bien compris, effectivement, le législateur, parce qu'il y a eu tellement de cas d'épouses veuves qui se sont retrouvées dans la rue, que le législateur a vraiment voulu les protéger. Et ça, c'est important. Alors, nous avons un appel qu'on va prendre. Bonsoir. Alors, je vous appelle que j'ai une terre d'études. J'ai acheté un terrain qui a 6 bornes. Qui a 6 bornes. Ce qui veut dire, bon, le terrain n'est pas en pays, il a un bien spécial. Ils avaient déjà tout vendu, et c'est un terrain qui a été vendu bien après. Avec 6 bornes, c'est une interprétation d'être précis. Madame, essayez, quand vous posez une question, de la faire simple. Parce que il ne faut pas nous raconter l'histoire de votre vie à travers la question. Vous nous posez une question simple qu'on puisse vous répondre, parce que sinon, on ne va pas pouvoir vous suivre. Oui. Donc, votre question, c'est quoi, votre question? Normalement, il est censé avoir une servitude qui séparait mon terrain en deux. Voilà, elle est simple, la question, finalement. Et elle est partagée ou pas? La servitude passe en deux sur le partage le terrain en deux. Oui. Et c'est la situation du terrain aujourd'hui? Non, parce que j'ai fait ma barrière. Ah, vous avez fermé la servitude? Ah oui. Mais je me retrouve avec du terrain. Maître Nicolas Désiré, la dame a fermé la servitude. Mais si je suis son voisin, ça veut dire que je ne peux plus rentrer chez moi. Voilà, mais elle dit que la servitude passe en fait au milieu de son terrain et coupe le terrain en deux. Oui. Non, attendez, excusez-moi, il y a une mare en contrebas. Oui, mais ça c'est du détail, madame. Ce que vous nous dites, c'est que vous avez acheté un terrain, dessus il y a une servitude qui passe au milieu du terrain. Donc ça vous fait couper votre terrain en deux. Oui. Voilà. C'est une mare qui entre en contrebas. Ok, donc ce que vous auriez aimé, vous, peut-être, c'est que la servitude passe plus à droite ou plus à gauche, mais pas qu'elle passe au milieu de votre terrain. Ça ne peut pas passer ni plus à droite, ni plus à gauche, comme c'est une... Excusez-moi, comme c'est une mare. De l'autre côté, c'est possible, mais de mon côté, c'est pas possible dans la mesure, je vous dis, je suis du bord. Et vous avez fait quoi? Vous avez fermé ce terrain? Oui. Et vous avez donc anéanti la servitude? Oui. Et ce que vous voulez qu'on vous dise, c'est qu'est-ce que vous risquez? Oui. Alors, juste une question avant que mon confrère réponde. Juste une question. Quand vous parlez de la servitude, alors vous avez insisté sur les 6 bornes. Cette servitude, elle est dans votre acte, votre titre? Elle est dans votre titre? Oui. D'accord. Non, je ne veux pas dire. Je n'ai pas regardé. C'est là où c'est très important. Est-elle conventionnelle ou pas? Est-ce que le notaire, quand vous avez fait l'acquisition de votre terrain, a fixé cette servitude dans le titre en disant elle commence là, elle se termine là? Parce que c'est ce qui fait la différence et qui crée de vrais litiges. Si votre servitude cette servitude est dans votre titre de propriété, je vous dis tout de suite, vous ne pouvez pas bloquer la servitude. Rapidement, il y a un oubli. Si elle n'est pas... Excusez-moi, le géomètre, quand il est venu me poser les bornes, puisque j'ai acheté après, quand il est venu me poser les bornes, il m'a dit qu'il n'y a rien qui m'empêche de clôturer mon terrain. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise la servitude, madame? C'est ça la question. Est-ce qu'elle est utile, cette servitude? Il y a une mare, les gens emmenaient leur boire, mais plus maintenant. C'est une servitude de passage pour les bœufs qui allaient boire dans la mare? Oui. D'accord. Alors, madame, on va vous répondre là-dessus, effectivement. Alors, sur la servitude, il faut savoir que la servitude se transmet entre propriétaires. C'est-à-dire que si vous achetez un terrain et qu'il y a une servitude qui existe dans le titre, comme ce que vous a indiqué Maître Vilova, vous ne pouvez pas, lors de l'acquisition, dire « Ah, ben moi, je veux supprimer la servitude ». Ce n'est pas possible. Si vous, à votre tour, vous cédez ce terrain, cette parcelle, le nouveau propriétaire devra respecter cette servitude. Voilà. Donc, la servitude se transmet. Alors, aujourd'hui, vous nous dites, d'après ce que je comprends, que
il y a une mare qui est au fond du terrain et que initialement la servitude servait pour aller abreuver les bœufs. Bon, tant qu'il n'y a personne qui revendique l'existence de la servitude parce que peut-être qu'ils n'en ont pas connaissance ou qu'ils ne savent pas. Ou peut-être qu'il n'y a plus de bœufs à donner à bord. C'est bien, mais en tout cas, si le titre fait mention de la servitude, vous êtes dans une situation situation délicate. Parce que vous êtes dans ce qu'on appelle une voie de fait. C'est-à-dire que... Ça me donne 2 terrains, moi. Comment ? Ça me donne 2 terrains. Mais madame, ça vous donne peut-être 2 terrains, mais ça vous fait surtout, lorsque vous bouchez la servitude, vous la barrez, vous la anéantissez, ça vous met surtout dans le viseur de quelqu'un qui, s'il a besoin d'utiliser cette servitude-là, va vous appeler devant le tribunal. Et ils peuvent casser votre clôture. Voilà. La clôture peut être... il peut solliciter du tribunal que la clôture soit démolie, soit détruite. Voilà. Et à vos frais. Et trouver des bœufs en divagation, sur ma propriété. Mais c'est ce que je comprends pas trop de ce que vous me dites là. Parce que en fait, d'après ce que je comprends, il fallait en fait clôturer votre parcelle comme étant 2 parcelles et laisser au milieu le passage. Le passage pour que les bœufs aillent au terrain, aillent boire de l'eau dans la mare. Donc en gros, si votre parcelle fait 1000 mètres carrés, ben, il fallait faire clôturer en 2 cette parcelle et laisser la servitude au milieu. Voilà. Vous ne pouvez pas clôturer une servitude sans risque de vous exposer à une démolition à vos frais. Mais là encore, madame, il faut regarder dans votre acte, madame. Vérifier, c'est la première chose, parce que peut-être regardez aussi ce qu'il y a dans votre titre de propriété, dans votre lacadère. C'est ça le plus important. Alors, première chose à faire. Oui. Alors, il y a aussi, pour compléter là-dessus, parce qu'il y a des fois, on ne retrouve pas son titre. Si vous ne retrouvez pas votre titre de propriété chez vous, il faut savoir qu'il y a le service de la publicité foncière qui vous permet donc d'obtenir des copies d'actes. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'un avocat, tout simplement, qui va vous guider dans cette démarche et qui va vous permettre donc d'obtenir la copie des actes nécessaires. Vous avez votre titre, madame, vous l'avez votre titre de propriété? Oui, j'ai mon titre de propriété, mais là, je me rends compte que c'est très certainement le géomètre qui m'a induit en erreur parce qu'il m'a dit que rien ne m'empêche de m'alimenter. Si vous a dit ça, c'est que dans votre titre de propriété, il n'y a pas de servitude. Mais on discute beaucoup là. Vous êtes chez vous là? Oui. Vous savez où il est, votre titre? Il est chez vous? Oui. Vous avez un paragraphe qui s'appelle ouvrez votre armoire, sortez le tiroir dans lequel se trouve votre lacataire et regardez, madame. Il y a un endroit, c'est marqué charge et conditions, madame. Voilà, peut-être qu'on parle un peu pour rien là. Et peut-être qu'effectivement, votre situation elle est moins catastrophique que celle que vous décrivez. D'accord. Voilà. Bonne soirée, madame. Merci à vous demain. Au revoir. Conjoint survivant, Maître Villovar. Alors, les droits du conjoint survivant. On a fait du logement, logement qui était important. Acquis pour madame ou monsieur? Ou monsieur. Alors, oui, ou monsieur, ça dépend du survivant. C'est ça. D'accord. Donc, c'est important de le savoir, je pense, pour le conjoint, effectivement, savoir qu'il est protégé. Protégé par la loi. En tout cas, ne peut pas le mettre dehors de chez lui. Voilà. Concernant le logement, en tous les cas, il est protégé. Alors, il y a d'autres petits conflits qui surviennent en matière avec toujours le conjoint survivant. Et je vous propose, pour nous parler de ces conflits qui vont nous tenir longtemps, de respirer à travers une petite page de pub. À tout à l'heure. Toutes les réponses avocats par des avocats. Et ce soir, nous avons 2 avocats, Maître Villovar, Catherine et Maître Nicolas Désiré, qui, dans leurs échanges, nous éclairent sur des petits problèmes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours, concernant les terrains, concernant les décès. Et nous étions avec Maître Villovar sur les droits du conjoint survivant. Alors, vous nous avez expliqué que la loi était venue en 2011. 2001 déjà. Pardon, 2001, protéger le conjoint survivant pour qu'il n'ait pas à être évincé de la maison. Donc, il a certains droits sur cette maison. Mais moi, j'ai envie de vous demander, qu'en est-il des comptes bancaires? Une fois que la personne, que l'un des membres du couple meurt, est-ce qu'on peut s'abattre sur le compte bancaire? Est-ce qu'on peut faire des retraits si on a une carte bleue qui nous avait donné avec un code? Est-ce qu'on peut faire des petits transferts sur notre compte personnel? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire? On a le droit, bien, vous imaginez bien qu'une fois que la personne décède, on n'est pas censé vider son compte, mais on est censé... On l'a déjà vu. Beaucoup de fois. On l'a déjà vu. On a déjà vu des... Malheureusement. Voilà. Donc, en fait, normalement, ce qu'on doit faire, déjà dans un premier temps, lorsque le défunt a un compte bancaire personnel, alors il va y avoir 2 situations. Le compte bancaire personnel et puis le compte joint.
Alors, le compte bancaire personnel, on doit informer la banque Il est normalement du décès et donc la banque va bloquer le compte et elle va pour autant quand même continuer à effectuer un certain nombre d'opérations, de chèques par exemple qui ont été tirés ou alors de prélèvements. Mais si on sentait que la personne allait mourir et qu'on lui fait faire un chèque qu'on dépose pour que ça soit transféré sur notre compte à nous. Alors ça va être source effectivement de litige, mais après il faudra effectivement alors engager une procédure pour les autres héritiers qui vont estimer que X, Y, l'épouse ou n'importe qui a vidé le compte de monsieur. Donc principe, la personne décède, le compte personnel de cette personne est gelé. Sauf les opérations en cours que la banque va payer. Mais à partir du décès, il ne peut plus y avoir de transactions. S'il y avait des prélèvements automatiques qui étaient faits dessus, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, les prélèvements automatiques, normalement, ils vont être arrêtés à compter du décès. D'accord. Alors, certaines banques peuvent demander aux héritiers un acte de notoriété, enfin, un acte du notaire prouvant qu'on a ouvert la succession chez le notaire. Des fois, ça peut être ça, on peut avoir ça comme demande. Mais généralement, les banques, elles jouent le jeu et elles vont bloquer les comptes. Mais une fois que c'est bloqué, comment on débloque? Alors, c'est justement, c'est lorsqu'on va ouvrir la succession chez le notaire, puisque ces fonds-là vont faire partie du parentage en numéraire qu'auront, selon la quote-part de chaque personne, de chaque héritier, vont faire partie de l'héritage, bien entendu. C'est pour ça que l'idée, c'est pas d'aller vider les comptes. Et qu'un des héritiers peut dire, mais je comprends pas, il avait 100 000 euros, on se retrouve avec, et là, on a 80 centimes. Il y a un problème quand même. Il y a un petit problème. Voilà. Quid du compte joint? Alors, le compte joint, lorsqu'on aura un compte monsieur ou madame, d'accord, eh bien, le conjoint pourra continuer, en fait, à utiliser, à faire fonctionner ce compte, puisque... Voilà, donc, puisque les fonds ne sont pas identifiés sur la tête d'un des conjoints, en fait. Exactement. Donc, il vaut mieux avoir un compte joint. Vaut mieux avoir un compte joint et vaut mieux vraiment que ça soit « ou » plutôt que « et ». Parce qu'on a une différence entre monsieur et madame, où le compte va être bloqué. Et monsieur ou madame, le compte reste ouvert. Alors attention. Vous faites très attention à ce que vient de dire Maître Villova. Si vous êtes titulaire d'un compte joint, vérifiez que ce soit bien monsieur ou madame et pas monsieur et madame. Parce que monsieur et madame, si le conjoint meurt, le compte est gelé. Le compte des deux, de monsieur et madame, va être gelé. D'accord, donc il faut être dans monsieur ou madame. Il faut être plutôt, si on doit donner un conseil aujourd'hui, dans le ou madame, et pouvoir effectivement, et ça va permettre de continuer à faire fonctionner le compte. Exactement. Vous voyez, ce sont des petits détails comme ça que moi j'aime. Dans toutes les réponses avocats par des avocats, c'est que moi qui suis avocat, j'en apprends aussi beaucoup de la part de mes confrères avocats. Alors nous avons eu un appel que nous allons prendre. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, madame. Je vous appelle parce que je voudrais une petite précision par rapport à la servitude. Ah, oui. À la charge de qui est à la servitude? On ne comprend pas la question. Oui, j'ai compris. Il y a une servitude, mais qui paye en fait? Qui doit l'entretenir pour qu'elle reste, praticable? Non, pas qui doit l'entretenir. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a des travaux peut-être à faire. D'accord, c'est ça. Engager ces travaux. On va faire plus simple. Vous avez une servitude de passage. C'est une route qui vous amène chez vous. La route a plein de trous dedans. Qui doit boucher? Qui doit entretenir pour que ça reste nickel? C'est ça votre question? Non, non, c'est pas tout à fait ça ma question. Ma question c'est, j'ai un terrain. Oui. Il y a une servitude qui est désignée, qui existe. Qui prend en charge de faire cette servitude? Qui prend en charge quoi? J'ai compris. En fait, on est dans le cas de figure, si je comprends bien, où on constitue une servitude, c'est-à-dire que initialement le terrain n'est pas grevé de servitude, mais qu'il y a nécessité d'établir une servitude parce que la parcelle juste derrière est enclavée. Et votre question, c'est de savoir qui va prendre en charge. Par exemple, on est dans un terrain où il y a des herbes, des arbres, et qui va prendre en charge les travaux nécessaires à goudronner, cimenter, pour permettre... Voilà. Qui va faire passer le tractopelle pour ouvrir la voie pour aller au fond? Voilà. Exactement. D'accord. Qui va payer ça? Alors, c'est une question qui est intéressante puisque, effectivement, c'est la personne qui va revendiquer
la servitude, qui va solliciter la servitude plutôt, pas revendiquer, qui va solliciter la servitude. Donc la personne qui est enclavée et qui demande effectivement un accès à la voie publique va devoir engager tous les frais nécessaires à la mise en œuvre de cette servitude. D'accord. Voilà. Donc il faut savoir que en matière de servitude, on dit souvent qu'en application des dispositions du Code civil, la servitude doit être installée de manière la moins dommageable possible pour le terrain servant et sur le chemin le plus court, pour éviter qu'on se retrouve dans le cas de figure qui a été indiqué par une des auditrices, qui vous disait effectivement que la servitude se trouvait en plein milieu du terrain. Les dispositions légales prévoient que effectivement la servitude doit être positionnée de la manière la moins dommageable pour donc le fonds servant, et généralement le passage le moins dommageable est celui qui est le plus court. Et le plus droit. Le plus droit, voilà. Mais à la charge de celui qui la sollicite. Merci pour cette réponse. J'ai une autre question, si vous le permettez. Et qui est en charge de l'entretien, du coup? La personne qui bénéficie de la servitude. Ah, d'accord. Voilà. Eh bien, merci pour ces précisions. J'ai l'impression que cette personne-là, c'est vous, madame. Pardon? J'ai l'impression que c'est vous, cette personne, non? Non, ce n'est pas moi. Ah. Mais c'est une question qui me parole. D'accord. Eh bien, voilà, on espère qu'on a répondu à votre question et qu'on vous a apporté un petit peu plus de lumière sur ce qu'est une servitude et comment faire en sorte pour de la garder intacte et en tout cas de l'entretenir. Tout à fait. Je vous remercie. Voilà. Je vous Bonne en soirée. prie, madame. Bonne soirée. Au revoir. Nous revenons à nos comptes bancaires, maître Villova. Alors, on a les comptes bancaires au moment Du défunt. Du défunt. Donc là, j'ai expliqué un peu ce qui allait se passer pour les fonds. Et puis, on a aussi l'assurance vie. C'est les contrats d'assurance vie. Alors, c'est important parce qu'au moment donc, du décès, effectivement, ça va jouer. Et c'est à ce moment, si on sait où est que on sait que le défunt avait un contrat d'assurance vie, ben à ce moment-là, on va demander à ce que soit débloqué le capital pour le bénéficiaire qui est prévu. Lorsqu'on a des doutes, alors juste une petite... J'aurais une question, moi, sur l'assurance vie. Est-ce qu'on peut, dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, oui, on peut désigner un de ses enfants bénéficiaires, mais est-ce qu'on peut désigner qu'un seul enfant et lui donner tout le numéraire qu'on a, tout l'argent qu'on a à travers un contrat d'assurance vie? Exemple, vous avez 4 enfants, pardon, vous avez 100 000 euros quand vous mettez sur la tête de seul de vos enfants dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Vous pouvez le faire. C'est possible. Et les 3 autres, ils n'ont rien. C'est un choix qu'on a fait, mais on peut le faire. Et ils ne peuvent pas dire qu'ils ont été désavantagés. Non, c'est un choix. Et si quelqu'un n'a comme patrimoine que de l'argent placé en assurance vie, il n'a pas de terrain, il n'a rien, il n'a que de l'argent, il peut, dans le cadre d'une assurance vie, donner le tout à un seul enfant. À son enfant ou à sa conjointe, oui. Non, mais les autres enfants? Eh bien, c'est un choix qu'il a fait. Il a mis un bénéficiaire. Mais on dit... oui, qu'il y a la quote-part. Oui, il y a une part et tout, mais là, sur l'assurance vie... Je vous ai déjà entendu dire sur ce plateau qu'on ne peut pas déshériter un enfant. Non, on ne le déshérite pas, mais c'est vrai que c'est ça. Ah ouais, donc à travers un contrat d'assurance vie, c'est une façon de... On peut ignorer 3 enfants et tout mettre sur la tête d'un 4e. Oui, c'est une assurance, oui. Sur l'assurance vie, oui. Et ça, c'est inattaquable. C'est inattaquable. Voilà. Mais, encore des réponses à vos cas. Alors, il faut savoir, lorsqu'on a, par exemple, juste pour l'astuce pour savoir, on se demande si, par exemple, notre père ou notre conjoint aurait laissé une assurance vie. On peut vérifier ça avec un organisme qui s'appelle Agira. Alors, c'est important de le savoir. Des fois, on a des doutes, on ne sait pas où. Donc, on a cet organisme qui se trouve en France. Et ça nous permet de savoir si, effectivement... Il y a un contrat d'assurance vie sur la tête de quelqu'un. J'aurais une question pour ma consoeur, bâtonnier. Oui. J'ai toujours rêvé de faire un peu comme toi et de poser une question à ma consoeur. Alors, maître Villova, oui. Mon Dieu, quid de la procuration? Est-ce que je peux être un petit malin en disant j'ai la procuration sur le compte du DQJUS et je vais profiter pour faire traîner les choses et continuer à ponctionner sur le compte? Est-ce que c'est possible? Ben non, normalement, le compte, il est bloqué au décès du... La procuration meurt avec le compte. Elle tombe avec le mandant. Avec le mandant. Voilà. Je parlerai aussi d'un élément, justement, parce qu'on parle du conjoint, des petites choses, le compte bancaire et puis la voiture. Alors, j'ai tellement de... Qui prend la voiture?
qui prend la voiture? Alors, il faut savoir que la voiture, c'est un bien, entre guillemets, mobilier qui revient, qui revient en fait dans la succession. Alors, on va pas attendre parce que des fois, on a des successions qui prennent des années. Donc, on imagine la pauvre voiture qui vaut plus rien à la fin. Qui vaut plus rien à la fin. Alors, l'option, c'est soit de la vendre, soit que chacun, où on décide ensemble qu'on attribuera la voiture à l'épouse, etc. Alors, c'est des petites choses, mais c'est vrai qu'on sur le coût de votre contrat d'assurance vie. Et ce sont des petites choses, mais ça permet de... C'est à régler parce qu'on se retrouve des fois, effectivement, avec des conflits sur juste la voiture qui reste garée devant la maison pendant des années et qui, malheureusement, ne vaut plus grand-chose. Quand la succession est liquidée. C'est ça. Alors... On va terminer, puisqu'on arrive sur la fin de cette émission, on va terminer avec un téléphone. On ne peut pas passer dessus. On vous écoute. Bonsoir. On va prendre votre appel. Bonsoir. Alors, j'appelle pour avoir une question sur la servitude. Enfin, une réponse, peut-être. Oui. Vous posez la question. Le principe, c'est que vous posez la question. Et nous répondons, nous apportons toutes les réponses avocats. Oui. Alors, en fait, moi, j'aimerais savoir, lorsque des personnes passent sur une servitude, mais qu'ils ont, par leur terrain, accès au chemin principal, la route communale, est-ce que moi, je peux barrer mon terrain parce que ces personnes ont depuis leur terrain accès à la route principale? Nicolas. Alors moi je dirais oui et non. Ça dépend. Alors, effectivement, vous dites quelque chose de très important. S'il n'existe pas de servitude conventionnelle et que il y a un usage, c'est-à-dire que vous avez un de vos voisins qui a pour habitude de passer par là parce que c'est plus court. Il met 2 minutes pour sortir de chez lui en passant par là, alors que s'il passait par l'accès directement à la voie communale, ça serait beaucoup plus long. Mais c'est simplement un usage, mais il n'y a rien de conventionnel en cela. Là, effectivement, vous pouvez décider de mettre un terme à cette situation et de clôturer. Par contre, si la personne est enclavée, elle est enclavée et qu'il n'existe pas de servitude, et qu'elle revendique l'existence d'une servitude, et qu'effectivement, vous constatez qu'il y a un accès qui est plus court par le côté que vous connaissez, effectivement, c'est la règle que nous avons indiquée il y a quelques instants qui va s'appliquer. Cette personne peut passer par le côté le plus court, qui est le vôtre, qui est sur votre terrain, même si lui, il a un accès plus loin et qui est plus long. D'accord. Voilà. En gros. Voilà. Donc, ça dépend des cas de figure, ça dépend de la configuration des lieux, encore une fois. Il faut toujours vérifier si la... Alors, je vais quand même poser un bémol. Si cette personne peut sortir de son terrain en faisant une voie sur son terrain pour arriver à la route... Elle ne peut pas revendiquer de servitude. Elle peut pas... D'accord. Donc, il faut qu'on soit bien clair, madame. Voilà. C'est que si la personne de son terrain doit faire 1 kilomètre pour arriver à la route... mais qu'elle peut faire ce kilomètre-là sur son terrain pour arriver à la route, et que vous, en passant par votre terrain, elle fait 300 mètres pour entrer dans son terrain, vous pouvez barrer. Tout à fait. Parce que le principe de la servitude, c'est que la personne, elle ne peut pas sortir de chez elle sans passer chez quelqu'un. Par contre, si le terrain de cette personne borne avec de l'autre côté un autre terrain qui lui permet de faire 1 kilomètre pour arriver à la route, mais que vous, ça lui permet de faire que 300 mètres pour arriver à la route, c'est vous qui allez qui allez prendre sur votre terrain la servitude de passage. On prend toujours la servitude du côté le plus court. Voilà. Mais si cette personne, vous êtes sûr qu'elle peut arriver elle-même en passant sur son propre terrain à la route communale, la servitude, elle n'a plus d'intérêt. Ok. Voilà. On vous a éclairé? Oui, ça m'éclaire. Ça m'éclaire. Alors, on est Parce content. que moi-même, je passe par une servitude. Mais c'est-à-dire que nous, comme on projette de faire notre chemin, pour avoir directement accès à la route communale, on ne voulait pas que d'autres personnes, en fait, empruntent notre chemin pour passer par notre terrain. D'accord. Voilà. Mais ça sera un chemin privé, madame. Vous pourrez le fermer. Oui. D'accord. Oui, vous pourrez.
puisque c'est vous qui avez fait votre chemin, qui passe sur votre terrain. Oui. Ce chemin-là ne va pas permettre d'avoir l'accès à d'autres terrains plus bas, enclavés. D'accord, ok. Non, c'est une question. Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'en passant par votre chemin, quand vous aurez fait votre chemin, après votre chemin, il y aura des terrains enclavés? Non, parce qu'il arrivera que sur notre terrain. Il arrivera sur notre terrain. Ah ben, c'est un chemin privé. Vous pouvez fermer. Il n'y a pas de problème. OK. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, nous arrivons à notre dernière minute. Je vais la prendre pour saluer et remercier Maître Villovar, qui nous a encore beaucoup éclairé. Hein. Je retiens le contrat d'assurance vie. C'est spécial, particulier. Et Maître Nicolas Désiré, qui nous a aussi fait naviguer dans les méandres du bornage, de l'empiètement, de la servitude, de la prescription acquisitive, de la construction sur le terrain d'autrui. Et nous avons été très éclairés par toutes les observations et les informations que vous nous avez données. Toutes les réponses avocats par des avocats, c'est terminé pour ce soir. Et les deux avocats qui m'accompagnaient étaient Maître Villovar et Maître Nicolas Désiré. Bonsoir. Bonne soirée à vous.